Bienvenue, monsieur le sénateur. Bienvenue, François Patria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de former hier un groupe au Sénat. C'est l'assaut des macronistes au Sénat. Combien vous êtes déjà? On est 26 ce matin. Je pense qu'on sera une trentaine pour la session. Issus d'où? Issus pour la plupart de gens du groupe socialiste qui ont voulu eux-mêmes fonder ce groupe avant cette session pour que les marcheurs puissent s'exprimer dans une forme de clarté, de cohésion qu'on ne retrouve pas dans les groupes aujourd'hui qui sont tous dans une situation un peu ambiguë. Vous-même, vous venez du Parti socialiste? J'étais au Parti socialiste, oui. Oui. Et pourquoi? Quel est l'objectif principal et je vais dire la finalité de votre action, de votre démarche? Je crois que ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron, les marcheurs, depuis des semaines, voire des mois, souhaitent Vous avez beaucoup marché avec lui depuis le début? Beaucoup marché, depuis 2 ans. Donc, ceux qui ont suivi Emmanuel Macron ne peuvent se retrouver dans un groupe qui, hier, a voté l'abstention positive, donc n'est pas dans un soutien au gouvernement, pas de soutien du tout, puisque c'est une abstention positive, ou voire un soutien à la carte. Mais pourquoi les socialistes voteraient-ils forcément comme vous? Ils ne sont pas tous des marcheurs. Parce que le groupe socialiste s'est déclaré pendant des semaines et des semaines dans la majorité présidentielle. Il ne vous a pas échappé? Pas tous. La plupart. Parce qu'hier, le vote qui a eu lieu hier, il y avait 7 ou 8% d'opposants au gouvernement, et les autres, grande cinquantaine, se sont manifestés comme dans l'abstention. Donc, et ensuite, il y avait des parlementaires, des sénateurs, En Marche, ou soutien d'Emmanuel Macron, sans discussion. Il faut rappeler qu'au Sénat, c'est combien? 108 sénateurs. Le groupe socialiste était 108. Le groupe, présidé par Didier Guillaume, 108. Et il y a combien de marcheurs aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a environ 20-22 marcheurs qui font partie du noyau historique de ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron. Et à côté, il y a des gens d'Europe Écologie Les Verts, il y a des gens du groupe RDSE, et il y a des gens des Républicains. Non. Donc la vocation de ce groupe est la vocation à grandir, je l'ai dit hier, à devenir, après les élections, le 2e groupe du Sénat. Après la droite. Surtout, la droite qui est, elle, à 140. Il a évoqué, on précise chaque fois. 140. Mais il faut penser que le groupe RDSE est en soutien du gouvernement. À l'UDI, une partie des centristes et du MoDem sont en soutien du gouvernement. Donc ça fait quand même plusieurs groupes balkanisés qui n'amènent pas de la clarification. Ce que nous voulons, ce groupe, l'objet de ce groupe, c'est bien, demain, d'attirer vers nous des parlementaires d'autres groupes, de façon à ce qu'il y ait une cohésion, une plus grande cohésion. Mais là, vous confirmez la mort du PS? Ou la disparition du PS? Je ne pense pas que le PS disparaîtra. Je pense qu'il y a au Parti socialiste des gens qui veulent le faire renaître sous d'une autre façon. Sur quelle ligne? Je ne sais pas, puisqu'une fois de plus, le PS n'a pas tranché sa ligne. La création de ce groupe, elle a été demandée par le président de la République? Pas du tout. Elle est spontanée. Le président de la République... il ne l'a pas découragé? Il ne l'a pas découragé non plus, mais elle est spontanée parce qu'il y avait, je vous le confirme, des sénateurs qui ne pouvaient plus s'exprimer dans le groupe dans les conditions dans lesquelles il était. Mais alors, François Patria, si on prolonge, est-ce que vous ne vous demandez pas que le Premier ministre, quand il se présentera à l'Assemblée et au Sénat, le 4 juillet, pose aussi la question de confiance pour que vous voyez un peu plus clair ce que vous faites? Vous faites à la fois la question et la réponse, c'est très bien. Je pense qu'à l'Assemblée, les choses sont claires parce que le système est binaire, il est manichéen. Au Sénat, c'est beaucoup plus confus. Il y a ce qu'on appelle un peu l'ambiguïté ou le confort du Sénat. Le Sénat est divers. Il est divers de par ses origines, de par ses territoires. Le 4 juillet, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je souhaiterais, je ne sais pas ce que fera le chef du gouvernement. Mais vous l'avez demandé. Le chef de l'État. Vous l'avez demandé. Je l'ai dit hier à un ministre important. Moi, je serais assez favorable à ce qu'il y ait un vote de confiance. Bien sûr, il y a le risque qu'il n'y ait pas de confiance au Sénat. Mais au moins, on pourrait savoir qui, dans le Sénat, à travers des différents groupes, dont une partie chez les Républicains, il y a une partie des Républicains qui disent aujourd'hui qu'ils vont être aussi reconstructifs. La clarté et le courage. Voilà, un peu. Ça ne s'est pas produit depuis combien de temps une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Donc ce serait exemplaire. Voilà. Alors ce qui nous a frappé, c'est qu'au moment où tous les yeux regardaient ce qui était en train de se passer avec la nouvelle Assemblée, vous, avec le soutien ou l'encouragement d'Emmanuel Macron, vous étiez en train de composer ce groupe, et en essayant, on va le voir tout à l'heure, de le faire grossir. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en état d'anticipation. Vous êtes toujours dans le coup d'après. Ou en tout cas chercher l'avance. Écoutez, c'est déjà le chef de l'État. Je me souviens d'avoir dit au début, j'avais dit, il ira loin parce qu'il voit loin. Ce qui nous a beaucoup séduit dans la démarche d'Emmanuel Macron, c'était la vision qu'il avait. Une vision à la fois du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais dans le même temps, du monde politique tel qu'il est. Vous savez, on a dit qu'Emmanuel Macron a à la fois fracassé la droite et la gauche. Non, il avait simplement anticipé qu'elles étaient en train de s'écrouler sur elles-mêmes.
Ouais. Et c'est ce qui vous a donné envie de le suivre ou de le rejoindre. C'est sa vision, c'est sa volonté de la réforme. Vous avez été à la fois Rocardien et Mitterrand, tout proche de Mitterrand. Vous me disiez tout à l'heure, vous alliez jouer au golf avec François Mitterrand, vous alliez à l'Atché, etc. Il vous écoute. Qu'est-ce qu'il vous dirait de savoir que vous passez de Mitterrand à Macron? Je crois que ça de Mitterrand à Macron. Lui nous écoutait. Je pense qu'il dirait, une fois de plus, c'est un électron libre. C'est dans sa démarche, mais au moins, il suit ses convictions. Il a le courage de le faire, il le dit avec franchise, il l'assume avec franchise, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, mais dire c'est de l'opportunisme ou il a raison pour le pays? Vous savez, c'était pas opportuniste d'être rocardien en 74, mendésiste en 70, d'assumer le rocardo-mitterrandisme, vous savez. Donc c'est la première fois que vous choisissez celui qui est au pouvoir? Non, c'est différent. Ma grande déception au Parti socialiste, c'est que la deuxième gauche ne l'ait jamais emporté. C'est que la ligne, j'allais dire, qui était plutôt conservatrice, celle qui était néo-marxiste à l'époque, qui l'a toujours emporté. Et elle l'a emporté encore avec la désignation de Benoît Hamon. Ouais. Ça fait partie des facteurs. On dit, on ne gagnera jamais. Je pense Emmanuel Macron, c'est la deuxième gauche plus autre chose. Bien sûr. C'est la deuxième gauche et c'est une ouverture intelligente. Enfin, qui n'a rien à voir avec les ouvertures qui ont été faites par le passé. Les ouvertures, c'était le débauchage avant. Aujourd'hui, c'est le rassemblement, c'est différent. Emmanuel Macron, justement, rassemble. Il est à l'Élysée, il dispose de Matignon, d'une grande majorité à l'Assemblée. Pourquoi il faut ajouter en plus le Sénat? Je pense que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est depuis le début d'élargir à tous les progressistes, vous connaissez le discours habituel, tous ceux qui sont pour la réforme, pour le progrès, qui pensent que nous devons abandonner le déclinisme pour se retourner vers le redressement. Alors vous voulez dire que ça favorisera l'accélération des réformes dans le pays? Exactement. Je pense que s'il y a une assise forte, il y aura une opposition violente à l'Assemblée nationale. On voit bien sur qui elle va reposer. Mais si la majorité est large, et la vocation, c'est encore de l'élargir aujourd'hui. D'où la partie des reconstructifs chez les Républicains, chez les centristes, avec le MoDem de l'autre côté, avec une partie des socialistes, je l'espère. Mais cette volonté, c'est d'élargir le plus possible. Et que tous ces parlementaires soient à la fois des parlementaires studieux, présents, assidus, mais dans le même temps, non pas des relais du gouvernement sur le victoire, mais d'aller expliquer plutôt le sens des réformes. François Patriat, en septembre, la moitié des sénateurs sera renouvelée. Est-ce que vous voulez, vous, faire encore grandir le groupe macroniste? Ça, c'est une évidence. Et de combien? Dans ceux qui vont arriver, vous pensez que vous aurez combien, justement, pour grossir ce que vous avez déjà? Je pense que le groupe doit doubler. Il doit doubler. S'il y avait 60 membres du groupe La République En Marche à la rentrée, ce serait déjà un succès. Je pense qu'on peut faire mieux, parce que j'ai de bons espoirs pour les élections sénatoriales. La Commission nationale d'investiture siège depuis avant-hier. Elle va d'ailleurs siéger demain matin. Je n'en fais plus partie pour pas qu'il y ait d'incompatibilité entre ma fonction. Ce qui est important, c'est le choix de ceux qui vont devenir les grands électeurs. C'est-à-dire tous les maires ou les... Voilà, aujourd'hui et demain, les petits maires ou les maires des petites communes divers droite, divers gauche, vous allez les récupérer pour qu'ils soient les grands électeurs. J'espère que dans chaque mairie, parce que vous savez, sur les sénateurs, les 3/4 vont être élus à la proportionnelle. Un peu plus des 2/3, pardon. Donc ça va dépendre des scrutins de liste. Je pense qu'il y aura des listes en marche dans tous les départements où il y a renouvellement. C'est-à-dire la moitié. Donc, ils renforceront ce qu'on peut appeler le commando des macronistes au Sénat. Plus j'espère, tous ceux qui me disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas le faire aujourd'hui. Parce que qui n'osent pas. Nous allons croître parce qu'il y a des sénateurs centristes, d'autres groupes autour qui nous disent « je viendrai », socialistes y compris. Bon, François, maintenant, je ne peux pas venir maintenant parce que je suis investi, je suis dans les élections, les gens ne comprendraient pas, mais vous pouvez compter sur nous à la rentrée. Et pourquoi cet acharnement à vouloir... doubler le Parti socialiste ou ce qu'il en reste? Non. Vous voulez dire qu'il ne représente plus rien aujourd'hui? Non. Notre volonté n'est pas de doubler le PS. Le PS a ses propres problèmes. Il s'effondre sur lui-même. Devant, oui, nous l'espérons, parce qu'aujourd'hui, le PS a fait le score que vous savez à la présidentielle. Il est dans l'état que vous connaissez aujourd'hui. Il mettra des mois, voire des années à se reconstituer, sous une autre forme sans doute, parce que je ne pense pas qu'il disparaîtra. Mais néanmoins, entre-temps... la France a besoin d'avancer, de réformes, et j'espère que les 2 quinquennats auxquels j'aspire du chef de l'État pourront y remédier. Attendez, qu'est-ce que je viens d'entendre? J'espère que le chef de l'État pourra faire 2 quinquennats. C'est-à-dire qu'il serait parti pour 10 ans? Moi, je le souhaite. C'est-à-dire qu'il irait une fois par an en congrès, une innovation institutionnelle, une fois par an, 5 fois, plus 5 s'il a demandé, c'est-à-dire 10 messages au congrès. Vous savez que c'est lui qui décidera, et il décide toujours avec clarté, vision et intelligence. Oui. Qu'est-ce qui explique cette sorte de dévotion?
à l'égard d'un homme. Moi, je ne crois pas aux hommes providentiels, mais je crois aux hommes extraordinaires. D'autres l'ont dit avant moi. Jacques Attali l'a dit bien avant moi, il y a longtemps. Il avait dit d'ailleurs en 2012, on ne connaît pas le nom du futur président de la République. Et là, il a eu raison. Ouais. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il l'a dit. Alors, en octobre, au Sénat, vous n'aurez pas la majorité, mais vous serez là un groupe important pour accélérer les réformes et pour le soutenir. Si je ne dis pas que je ne souhaite pas qu'on n'ait pas la majorité. Si demain, l'ensemble des groupes, et ce sont plusieurs, qui soutiennent le gouvernement, pouvaient faire une majorité, je le souhaiterais, bien entendu. Alors, hier, les députés ont élu largement leur président, François de Rugy. Un homme. La rumeur disait sans arrêt, ça va être une femme, ça va être une femme. Alors certains disent ce matin leur déception. Et pourtant, c'est une assemblée composée à 40% de femmes qui a voté en faveur d'un homme. Comment vous l'expliquez? J'étais interrogé, ceux que je connais, et je leur dis, mais... Parce que moi, le matin, quand je parlais avec eux, ils me disaient plutôt, ce serait plutôt Madame Attel ou Madame Attel. Et l'après-midi, le score est sans appel. Je crois que c'est leur présentation devant le groupe qui a fait le choix. Et que les parlementaires qui arrivent, qui pour la plupart sont novices, ont choisi l'expérience. On dit quelqu'un qui a déjà été VP de l'Assemblée nationale, qui connaît le fonctionnement. Et je crois que dans son propos, il a montré que l'expérience pouvait avoir un grand rôle. Pour prolonger les chances données aux femmes d'avoir des responsabilités, il y a les commissions, il y a les 8 commissions permanentes. Les députés peuvent se racheter. Vous savez ce qu'a dit François de Rugy d'emblée? Il a rappelé les limites de la légitimité actuelle des députés. On l'écoute. Nous ne pouvons pas ignorer le défi particulier qui est le nôtre. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous avons collectivement été choisis par une minorité de Françaises et de Français. Cela nous confère une responsabilité particulière, celle de reconquérir une confiance que des décennies de crise économique, de crise sociale, de crise de la représentation démocratique ont érodée. Il dit qu'il y a une sorte de légitimité pas tout à fait complète et qu'il y a la menace de la rue. Je pense que je ne partage pas complètement cet avis. En démocratie, il y a toujours une majorité, une minorité. D'autres pays, il y a moins de participation. Qu'il y ait eu une grande abstention, nous le déplorons aujourd'hui. Mais l'abstention, elle a été due pour plusieurs facteurs. D'abord parce que le sentiment que les élections étaient jouées. Parce qu'on avait dit qu'il y aurait une telle majorité que les gens se sont démobilisés. Donc, je pense que les gens reviendront aux urnes si ce gouvernement travaille bien et réussit. Oui, donc il faut des résultats. Et puis il faut des résultats et que ces résultats soient rapides. Mais là, François de Rugy donne en quelque sorte raison à Jean-Luc Mélenchon qui dit que pour compléter la légitimité qui manque, il y a la rue. Et pour contester, alors vous avez vu ce qu'ils font, ils ne mettent pas de cravate. Vous pensez que c'est la révolution, c'est un gadget ridicule? Oui. J'ai le sentiment qu'il y a une grande part de spectacle, de politique spectacle chez Jean-Luc Mélenchon. Il a le talent pour le faire, mais pour moi, ça ne me séduit pas en politique. Ouais. Ça représente... Je comprends que ça attire les gens, que ça fasse sourire. Mais j'entends des débats partout sur la cravate, l'absence de cravate. Ce sont des tigres de papier, non? Oui, ça fait partie des éléments, j'allais dire, périphériques de la vie politique. Alors, à peine élu, François de Rugy... Je ne suis pas un adepte de la cravate non plus, mais je la mets parce que... Non, voilà. Vous êtes gentil de venir avec la cravate, vous auriez pu venir sans parce que... Parce que c'était vous. Ah, c'est gentil. Au moment, moi, je ne la mets pas. À peine élu, François de Rugy a donné rendez-vous dans 2 ans et demi pour être évalué et éventuellement remplacé. Est-ce que ça veut dire qu'en marche, tous ceux qui ont des responsabilités vont devoir les partager au bout d'un moment, dire je m'en vais, c'est quelqu'un d'autre qui prend des places? Vous avez compris que ce n'est pas la génération politique à laquelle j'appartenais. Cette nouvelle génération politique, c'est que le temps lui est compté. C'est que le temps lui est compté par la future loi qui va limiter les mandats dans le temps, qui va renouveler le personnel, et qu'on ne fera plus de la politique demain, même maintenant, comme on l'a fait C'est-à-dire qu'ils vont avant. faire tourner les postes. Voilà. Il n'y a pas de règles. Mais on le fait déjà au Sénat, vous savez. Oui, on le fait au Parlement européen. Au Sénat, on le fait au Sénat aussi. Tous les 3 ans, parce que vous savez, une mandature au Sénat, c'est 6 ans, et tous les 3 ans, il y a un renouvellement après chaque élection. Mais s'il a bien travaillé, il peut rester? Ou obligatoirement, il cède le poste au suivant, il tourne? Je crois que j'ai compris que les choses allaient tourner. Ah oui. Voilà, que la règle va s'instaurer. Ça vient encore d'en haut? La règle va s'instaurer, je ne sais pas. Non, mais comment? Puisque c'est... Non, ça vient de l'essence, de la nature du mouvement. Oui, mais à droite et au centre, ils ne vont pas forcément l'appliquer, même chez les socialistes, s'ils ont des responsabilités. C'est plus difficile. Oui, c'est bon. Il faut l'appliquer aux commissions. Il y a des habitudes qui perdurent, vous avez compris. Est-ce que vous pensez que d'ici lundi, le président de la République a la possibilité de réunir ou de demander la réunion du Congrès? Il en a la possibilité, moi ça ne me choquerait pas. Le chef de l'État a bien dit pendant la campagne, le président préside et le gouvernement gouverne.
Moi, je verrais très bien le chef de l'État, s'il le souhaite, et je ne suis pas au courant, donner les grandes lignes, c'est-à-dire traduire en termes plus précis le programme qui est le sien et avec des calendriers, et dans le même temps, le lendemain, le Premier ministre ou son représentant quand il viendra au Sénat expliquer comment ce programme va être mis en œuvre, avec quel rythme, sous quels moyens, avec les éléments des futures réformes de mœurs, donnant le contenu. Ça ne vous choquerait pas? Ça ne me choquerait pas. Je ne vois pas ici une ascendance particulière. Mais François Bataille, si vous demandez, et si ça a lieu, par exemple, que le Premier ministre pose la question de confiance devant le Sénat, le 4 juillet, il faut peut-être attendre que ce soit voté pour que le président de la République réunisse en congrès, non? Ou il y a pas, parce que là, vous sauriez quelle majorité vous avez. Oui, non, mais je crois que le rôle du Congrès, c'est plutôt de rassembler en un début d'un mandat qui, avoué, est une période historique dans la Ve République. Il n'y en a pas eu beaucoup comme celle-là. De refixer le cadre devant, de donner... Je crois que le président donne de la solennité, de la hauteur. Il a pris de la hauteur en politique lui-même, il a pris de l'altitude, et il veut donner de l'altitude, je crois, à la mission qui est la sienne aujourd'hui. Et dans le même temps, il essaye d'entraîner un peu les parlementaires. Oui, mais si vous faites voter, oui, c'est pour essayer d'avoir, on le disait tout à l'heure... Clarification, pour savoir... Oui, et en même temps, les 3/5, voilà, si jamais... Pour savoir, voilà. C'est pour préparer les futurs congrès, où il faut une majorité des 3/5. Vous savez que le président ne l'a pas eu, et qui n'a pas pu aller au Congrès pour des réformes importantes. Je crois qu'il y a des réformes constitutionnelles qui sont en cours, qui vont être votées. Il y en a au moins 2 que je vois en préparation. Et pour ce faire, il faut demain avoir une majorité 3/5. Ce sera le moment de la tester. Donc on voit la cohérence de ce que vous dites. Muriel Péquineau, la ministre du Travail, présente au Conseil des ministres tout à l'heure le projet de loi d'habilitation qui permet de dire par ordonnance. Elle fera le point de son dialogue aussi avec les différents syndicats. Vous pensez que le calendrier sera respecté ? Et le rythme aussi. Je crois qu'il sera tenu. Les négociations ont commencé déjà il y a plusieurs semaines. Il y aura 48 séances de concertation, pas de négociation, de concertation. Le dialogue est bien engagé. Je vois que les choses se passent beaucoup mieux que par le passé, même si je sens de la contestation ou du doute parmi le monde syndical aujourd'hui. Je t'ai dit le 12 septembre, rendez-vous. On verra. Bon, il y a une journée... Bon, CGT, normal. CGT dans son rôle. Elle est dans son rôle aujourd'hui. Moi, je crois que si le Parlement travaille bien, si le gouvernement concerte suffisamment, si l'explication est certaine, et si la loi est équilibrée, si le projet de loi est équilibré, s'il y a flexi-sécurité, ça fait beaucoup de si. Le débat, il va être âpre à l'Assemblée avec les Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Christian Jacob, une droite dure. Il y aura 4 voix fortes, on sait bien. Je ne suis pas sûr qu'elles amèneront elles-mêmes de la clarification, elles amèneront surtout de l'agressivité, parce qu'on voit bien que la façon dont s'expriment aujourd'hui certains leaders à l'extrême droite, et voire Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, à l'égard des élus ou des individus titre personnel, n'est pas de nature à apaiser le débat. Mais on fera avec. Quel est votre avis sur la décision de Jean-Pierre Raffarin, un personnage éminent du Sénat et de la vie politique française, de quitter le Sénat en octobre prochain, 3 ans avant la fin de son mandat? Il s'en va, mais il va faire de la politique. Il quitte le Sénat, mais il fera de la politique autrement et différemment. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous l'avez appris? Écoutez, il me l'a appris lui-même, non pas hier, mais avant-hier. J'avais une interview commune pour les gens de Sciences Po, et il m'a dit, voilà François, moi j'arrête, je vais quitter. Alors j'étais moi-même surpris, parce que je pensais qu'il pouvait avoir des velléités, peut-être encore des ambitions au Sénat. Je crois que Jean-Pierre Raffarin, qui préside aujourd'hui avec talent la Commission des Affaires étrangères, a fait le tour. Et il a compris que la possibilité d'accéder au fauteuil au Sénat n'était pas... D'autant plus que Gérard Larcher, le président du Sénat, s'entend très bien maintenant avec le président de la République. Voilà, donc, qui ne s'entend pas très bien avec le président de la République, dites-moi aujourd'hui? Et ses opposants, ses adversaires. Oui, bon, d'accord, mais c'est pas le même niveau quand même, avouons-le. Tous les responsables politiques aujourd'hui de très bon niveau ont un dialogue constructif avec le chef de l'État. Je crois que ça aussi, c'est ça. La façon, non seulement la bienveillance, mais il y a une époque où on disait Mitterrand, c'est Dieu, c'est tonton, c'est Dieu. Vous, ça y est, à 39 ans, c'est Dieu. Vous avez trouvé. Vous avez compris que les gens, vos collègues disent c'est Jupiter. Moi, je ne dis pas que c'est Zeus non plus, mais je dis que c'est un chef de l'État qui aujourd'hui donne à la politique et à la France une image que beaucoup attendent. Dernière remarque, Donald Trump sera à Paris sur les Champs-Élysées le 14 juillet. C'est le président, votre ami. Il a accepté Macron, il va probablement accepter. C'est flatteur pour lui d'être invité à Paris sur les Champs-Élysées. Le président de la République l'a invité. Ce sera un événement, à mon avis, de taille. Est-ce que Emmanuel Macron va nous surprendre en invitant Vladimir Poutine et son ami, la chancelière Merkel? Ce serait pas mal de les avoir tous, là. Je crois qu'il vous surprendra encore souvent, parce que les décisions qu'il prend, il les prend seul, après avoir beaucoup consulté, beaucoup écouté. Et je crois qu'à la fois, et dans son calendrier,
Et dans son cursus, dans sa méthode et dans ses choix, il s'est rarement trompé depuis quelques mois. Oh là là. Voilà. En tout cas, Bon. déjà... Vous avez compris que je suis Oui. groupie. Groupie. Ça, c'est tout à fait le mot. Groupie. Parfait. Comme vous dites, il écoute. S'il nous a écouté, il invitera Poutine, il invitera Merkel et peut-être un Italien, un Espagnol. C'est pas moi qui posera la question pour ce genre de rendez-vous. Non, mais il écoutera. Qu'il Il réussira. écoute. Merci d'être Merci venu. à vous. Et pour nous, à demain avec Christian Jacob. C'est pas le même temps.